Bonsoir à tous. Nous allons parler de la manière dont l'économie positive interagit sur la société avec Edelgoth, qui est une consultante en leadership éthique, Monsieur Martin Vial, directeur général d'Europe Assistance, et Monsieur Frérot, le PDG de Veolia. Bonsoir à tous. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mon nom est Didier Pourquerie, je suis rédacteur en chef au Monde. Et Le Monde est partenaire donc du LH Forum. Alors ce soir, je voudrais qu'on parle ensemble de la manière, avec mes amis ici présents, de la manière dont les entreprises, dans le cadre de l'économie positive, ont une influence ou peuvent interagir sur la société. Alors on a vu beaucoup d'exemples depuis 2 jours de la manière dont les entreprises de l'économie positive interagissent sur le monde. Et là on va rentrer sur des questions plus concrètes, en tout cas je le souhaite. Alors pour que vous le sachiez, Antoine Frérot, PDG de Veolia, et Martin Vial, directeur général d'Europe Assistance, ont participé à la rédaction du rapport sur l'économie positive, donc ils pourront aussi nous parler de ça. Et Antoine Frérot, je vais commencer par vous, parce que je voudrais savoir, en tant que PDG d'une très grosse entreprise comme Veolia, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans ce mouvement pour l'économie positive et dans ce rapport? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux idées ou des exemples de la manière dont Veolia interagit avec la société, votre entreprise, comment votre entreprise s'intègre dans ce mouvement? Ah oui, ça marche. Excusez-moi. Bonjour à tous et à tous tout d'abord. La raison de cette implication, c'est sans doute la vision que j'ai de l'entreprise, que je vois comme avant tout et au point de départ un nœud de relation entre des parties prenantes. On connaît les principales des parties prenantes d'une entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, les salariés, les clients. On oublie de temps en temps d'autres parties prenantes, peut-être moins proches, mais tout aussi importantes, comme les fournisseurs ou les prêteurs. Bref, toute la société dans laquelle l'entreprise se meut. Et pour qu'il y ait entreprise, pour que ces parties prenantes aient eu intérêt à collaborer, il faut qu'elles y trouvent intérêt. Que ces intérêts peuvent être différents, parfois contradictoires, qu'il faut donc les arbitrer ou les pondérer entre eux. Mais si l'une d'entre elles n'y trouvait plus intérêt, elle sortirait de l'entreprise. Et là, l'entreprise serait en danger. De ce fait, l'entreprise n'appartient pas, même de manière privilégiée, à une seule de ses parties prenantes. L'entreprise appartient à toutes ou à aucune, et les objectifs d'une entreprise sont nécessairement pluriels. Il ne s'agit pas de considérer que l'entreprise a un objectif visant une seule des parties prenantes et les autres intérêts n'étant que des contraintes pour optimiser cet objectif. C'est-à-dire concrètement, excusez-moi, mais concrètement, ce qu'on dit en général, c'est l'entreprise, elle appartient à ses actionnaires, et son but, c'est d'apporter du profit à ses actionnaires. Absolument. Ça, c'est je dirais, le vieux paradigme. Le paradigme que l'économie positive installe, c'est autre chose. C'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes doit être bénéficiaire, doit tirer profit de l'activité de l'entreprise. Absolument, et j'ajoute même que cette idée selon laquelle les actionnaires seraient propriétaires de l'entreprise est une idée fausse idéologiquement. Dans la constitution de l'entreprise, elle est également fausse juridiquement. Je prendrai du temps pour l'expliquer, mais beaucoup de chercheurs s'y penchent de plus en plus. Elle est d'ailleurs récente, cette fausse idée, puisqu'elle date de l'école de Chicago, c'est-à-dire une trentaine d'années. Elle s'est répandue et imposée partout, mais elle a perturbé, me semble-t-il, le fonctionnement des entreprises et l'orientation de ces travaux. Et par excès, elle met certainement en danger
l'avenir de l'entreprise. C'est pas la première fois qu'une des parties prenantes s'arroge un privilège sur les autres. C'est sans doute pas la dernière fois. Et on peut craindre que si on ne revient pas à ces fondements-là, à ces fondements primaires, les clients, peut-être un jour, à leur tour, comme parfois on le voit de plus en plus, chercheront à abuser également de l'entreprise. Et si chacune des parties prenantes tire à elle la couverture, eh bien l'entreprise écartelée finira par mourir. Et donc on tuera ainsi la poule aux œufs d'or. La société est une des parties prenantes. Elle est sans doute une partie prenante éloignée, mais elle en est une. Les territoires en sont une autre. Et on voit bien d'ailleurs le drame que c'est quand une entreprise meurt sur un territoire. Hein, tout le territoire qui se mobilise. Et c'est pourquoi l'entreprise doit aussi viser à satisfaire les intérêts de la société dans laquelle elle se meut, à défaut de quoi elle sera rejetée. Alors, c'est particulièrement vrai dans le cas de Veolia, parce que Veolia, c'est une entreprise qui est vécue, enfin qui est perçue comme au service de la société. C'est une entreprise de service. Et en plus, vous parlez de territoire, c'est une entreprise qui est très liée par définition, à son implantation. Alors, qu'est-ce qui fait que Veolia s'intègre dans ce mouvement de l'économie positive? Alors, il y a, on pourrait prendre plusieurs exemples. Bien sûr, des exemples liés au métier de Veolia eux-mêmes, mais je vais exprès en prendre un qui n'est pas lié au métier de Veolia, parce que mon rôle dans le rapport piloté par Jacques Attali, c'était d'expliquer que l'économie positive, qui est la vision que je viens d'exposer, ne se limite pas aux entreprises spéciales, et notamment à l'économie sociale et solidaire. Si l'économie doit être positive, c'est bien l'économie normale qui doit l'être, et donc c'est bien toutes les entreprises normales qui doivent réformer leur gouvernance. Je vais prendre mon exemple donc, plutôt dans le domaine de l'emploi et des compétences. C'est vrai que Veolia travaille avec des collectivités territoriales et donc est proche du terrain pour voir les principaux problèmes de ces territoires. Et aujourd'hui, le principal problème de la France, me semble-t-il, c'est le fait que 20% de chaque classe d'âge sort de l'école sans compétences. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, ou depuis très longtemps. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, ces jeunes-là se présentaient à la porte d'une usine et finissaient par rentrer dans l'usine et puis faire le chemin dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est plus possible. 20% de chaque classe d'âge, c'est 150 000 personnes. En 20 ans, c'est 3 millions de personnes. Si rien n'est fait, ce sont 3 millions de personnes qui jamais ne travailleront. Je pense que ceci est explosif pour la cohésion de la société. Or, il se trouve que les métiers de Veolia sont des métiers non délocalisables, qui est un gros atout dans le monde actuel, oui. Et aussi des métiers qui se prêtent bien à une acquisition de compétences qui n'est pas celle de l'école classique. Souvent jugée ou trop abstraite, trop théorique pour une partie de ces jeunes. Ce n'est pas l'école qui est en cause, encore une fois, hein, puisque c'était comme ça avant. En revanche, ces jeunes-là ont envie de travailler et sont beaucoup plus aptes à acquérir des compétences par l'apprentissage. D'ailleurs, ils reviennent souvent aux compétences plus théoriques après et trouvent ainsi un métier. Il y a, par la voie de l'alternance et de l'apprentissage, la possibilité de donner des compétences diplômantes, à travers les CAP, des BEP, des bacs pro, dans nos métiers. Et ces emplois non délocalisables ont un rôle à jouer. C'est pour ça que Veolia, aujourd'hui, ne recrute que sous cette forme, en alternance ou d'apprentissage, entre 2 et 4 000 jeunes chaque année. 2 et 4 000, d'accord. Qui sortent de l'école sans qualification et qui passent un diplôme. Et la promesse que nous leur faisons, c'est que s'ils ont leur diplôme, ils auront un contrat à durée indéterminée. Et le recrutement de l'entreprise se fait de cette manière-là. Ça a commencé en France à travers des centres de formation. On en a 6 en France, puis progressivement étendu dans nos autres implantations. On pourrait le faire autrement. On pourrait, pour recruter nos collaborateurs, les trouver tout formés, ou les prendre à la concurrence. Le fait de décider de faire un effort tout particulier pour les former, leur donner un métier, un passeport pour la vie, ça contribue très certainement à régler une partie de ce problème sociétal qui me semble un des plus aigus que nous avons. Voilà un exemple parmi d'autres, mais
il n'est pas lié spécifiquement à nos métiers. Bien sûr, il est lié aux caractéristiques de ce métier. Je pense que le fait que les emplois ne soient pas délocalisables est un enjeu fondamental. On ne pourrait sans doute pas le faire si c'était l'inverse. Mais en tous les cas, il apporte à la société et au territoire que nous servons un complément de service qui fait que l'entreprise est utile plus largement que ne l'est pour ses parties prenantes immédiates. Est utile à la société. Alors, en plus, votre exemple tombe très bien parce que, je ne sais pas si un certain nombre de personnes qui étaient là hier ou à d'autres, c'est d'autres débats. C'est vraiment une sorte de thématique obsédante cette année. On dirait que c'est vraiment 150 000 jeunes qui sortent sans qualification. Hier, Henri Lachmann parlait de qualification justement pour essayer de redresser ça. Alors Martin Vial, vous aussi vous avez... C'est obsédant parce que on s'en occupe pas beaucoup. Hein. Les emplois jeunes, enfin les contrats de génération concernent des jeunes diplômés. Le problème aigu, le problème explosif, ce sont ceux qui n'ont pas de compétences. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors Martin Vial, vous aussi, vous avez fait partie de la commission qui a travaillé sur le rapport sur l'économie positive. Comment, depuis votre poste de directeur général d'Europe Assistance, vous participez à ce mouvement ? Alors là, l'exemple qu'a choisi M. Frérot était tout à fait en prise avec la question sur la société. Et chez vous, comment ça se passe là ? Quelle est votre approche ? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. J'ai une conviction très forte pour répondre à votre question, c'est que les entreprises vont devoir assumer de plus en plus l'empreinte sociale et sociétale qu'ils laissent autour d'elles. Et nous l'avons formalisé avec une dizaine de chefs d'entreprise françaises il y a 2 ans dans un petit opuscule qui s'appelle l'empreinte sociale. Et qui précisément va exactement dans le sens de ce que disait Antoine Frérot à l'instant. C'est pas un hasard si on s'est retrouvé dans cette commission, cette nouvelle commission Attali. C'est cette conviction. Alors cette conviction, j'allais dire que dans mon métier de chef d'entreprise, elle progresse mois après mois. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une tendance largement engagée. Et deuxièmement parce que l'altruisme rationnel tel qu'il est décrit dans le rapport sur l'économie positive, s'applique pleinement aux entreprises. Alors, c'est une tendance qui est très engagée. Je prends un seul exemple qui est le domaine environnemental, l'écologie. Quand j'étais étudiant dans une école de commerce, on commençait seulement à parler de la réinternalisation des externalités négatives, c'est-à-dire le fait que les entreprises polluaient et qu'elles laissaient leurs déchets, toutes leurs cochonneries à traiter par la société. Eh bien, en 30 ans, le chemin qui a été parcouru, c'est que précisément, on est dans une économie dans laquelle on demande aux entreprises de réinternaliser leurs externalités. Et les efforts faits, par exemple, par mon voisin dans ce domaine, l'illustrent totalement. L'économie, parce qu'il y a une économie maintenant du CO2, illustre ce phénomène. Deuxième exemple très concret, nous sommes un groupe international, on est dans 33 pays, on a des filiales qui servent des clients locaux. Et puis on sert des clients internationaux, des grands tours opérateurs, des réseaux de cartes de crédit qui ont une empreinte mondiale, etc. Et de plus en plus dans les appels d'offres internationaux, les critères éthiques, environnementaux, de RSE font partie des exigences de ces appels d'offres. Donc on le voit, le monde des affaires est lui-même largement engagé dans cette tendance. Alors, il ne s'agit pas d'être naïf parce qu'il y a énormément de chemin à parcourir. Et précisément, le débat qu'on a eu dans la commission Attali a été le débat sur l'altruisme rationnel. Oui, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que c'est un concept qui est assez beau d'ailleurs, mais bon, qui peut être un peu flou. Donc, alors, l'altruisme rationnel, c'est tout sauf la charité. Ça fait référence à un vieux débat entre le libéralisme
où l'optimum collectif ou global est la somme des optimums individuels. Ricardo, Adam Smith, c'est le thème de la main invisible. Les grandes crises du capitalisme montrent que précisément ça ne marche pas. Et celle que l'on vit en ce moment, qui est une crise de mutation qui plus est, montre qu'on ne peut pas considérer que l'égoïsme, je ne me place pas sur un plan moral, mais le fait de mettre d'abord en avant la satisfaction de son intérêt personnel par rapport à la satisfaction d'un intérêt global, cette somme des égoïsmes et des intérêts individuels ne fonctionne pas de façon miraculeuse et la crise l'illustre bien. Donc l'altruisme rationnel, ça consiste à penser, à considérer qu'il est en effet, c'est tout sauf la charité, c'est tout sauf une pensée caritative, c'est l'idée que chacun a intérêt à se préoccuper du bien des autres parce que ceci permettra d'augmenter sa satisfaction individuelle et la satisfaction collective. Alors, appliqué à l'entreprise, c'est tout à fait évident, et Antoine Frérot l'a tout à fait exprimé, c'est le fait que dans la satisfaction, dans la réussite de l'entreprise, elle ne peut pas être considérée comme uniquement la réussite financière au profit du seul actionnaire. Il y a toutes les parties prenantes qui ont été citées, et on le voit, cet altruisme rationnel appliqué à chaque entreprise a des raisons qui sont à la fois des raisons de défense, il peut y avoir des raisons négatives, des mauvaises raisons et des bonnes raisons. Les raisons négatives, c'est le fait que si vous êtes un pollueur, si vous avez un comportement éthique critiquable en faisant travailler les enfants. Si vous êtes, nous, on est installés en Inde, en Chine, au Brésil, en Russie. Si vous ne respectez pas non seulement les lois, les règles locales, mais aussi des règles universelles en matière de comportement humain, eh bien, votre e-réputation va très rapidement en souffrir. La campagne contre Apple, vite, on l'a vu récemment, mais on l'a vu sur d'autres campagnes de e-réputation. Ça, c'est la mauvaise raison. Mais c'est un mobile très important, c'est-à-dire que les entreprises vont de plus en plus faire attention précisément à internaliser cette notion d'empreinte sociale et sociétale pour éviter d'être dans une tendance négative. Mais il y a aussi des raisons positives, heureusement. C'est que la raison positive, c'est que si vous traitez vos clients, si vous partagez la valeur que vous créez avec vos clients, ceux-ci vont vous être fidèles. Le taux de rétention va être beaucoup plus élevé que celui de vos concurrents. Si vous traitez vos collaborateurs de façon non seulement respectant les lois, mais en faisant en sorte que l'employabilité de ces collaborateurs, que le bien-être au travail soit optimal, eh bien, évidemment que vous aurez des équipes qui sont plus innovantes, plus engagées, plus productives, etc. Et je peux le décliner pour les fournisseurs, pour les créanciers, etc. Donc ça, ce sont les raisons positives. Et ma conviction, c'est que, et bien évidemment, on fait le lien avec le long terme, c'est que la notion d'empreinte sociale et sociétale ne se mesure que sur le long terme. Et que, en effet, ce n'est pas le cours de l'action au quarter, enfin, c'est même pas au quarter, même pas à la journée qui doit guider la stratégie et la détermination de l'entreprise, de ses managers, c'est la vision de long terme et la recherche de résultats à long terme sur à la fois cette réussite économique globale, cette création de richesse, cette création de valeur avec un S, c'est-à-dire qui profite à l'ensemble des parties prenantes. À l'ensemble des parties prenantes. Vous pourriez juste redonner un exemple de comment Europe Assistance met en pratique ce genre de choses, un exemple d'altruisme rationnel qui serait appliqué à votre entreprise? Nous avons signé un partenariat de long terme, là aussi, avec Ashoka, qui, vous le savez, est le premier réseau international, mondial, permettant le développement de l'entrepreneuriat social. Oui. Pourquoi ce partenariat? Et ma vision, une fois encore, n'est pas une vision caritative,
elle est une vision d'intégration de la stratégie de l'entreprise. Notre groupe Europe Assistance a été créé il y a 50 ans sur le concept du rapatriement médical. Puis nous avons développé nos activités historiquement sur l'assistance automobile, qui est une très grosse activité pour nous, au plan mondial, qui se développe très rapidement aussi dans les pays émergents. Et puis depuis une dizaine d'années, on a ajouté 2 relais de croissance rentables, qui sont les services de santé dans la vie quotidienne et les services à la personne et aux familles. Pour pouvoir fournir ces services à la personne, ces services santé, qui sont très locaux par définition, nous utilisons des prestataires dans des réseaux très maillés, des réseaux d'infirmières, des réseaux de personnes qui portent les repas, qui font de l'aide ménagère, des réseaux parfois de médecins, etc. Pour pouvoir, et ceci on le fait à l'échelle mondiale, alors on ne le fait pas encore dans tous les pays, mais en tout cas dans la plupart des pays où nous sommes installés dans l'hémisphère nord. Eh bien, pour pouvoir faire cela, il faut qu'on ait de plus en plus de réseaux qualifiés, de petites entreprises qui fournissent ces services locaux et qui sont très proches du consommateur final. Donc, nous soutenons, dans le partenariat avec Ashoka, la création de fellows dans le vocabulaire d'Ashoka, c'est-à-dire d'entrepreneurs sociaux, oui. Qui sont, nous avons ciblé les entrepreneurs sociaux dans le domaine de la santé, dans le domaine des services à la personne. Ouais. Et ces entrepreneurs sociaux vont venir enrichir notre réseau dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous les aidons à se développer, nous les aidons à mettre en œuvre leurs propres capacités et ensuite, ils vont eux-mêmes pouvoir être intégrés dans ce vaste réseau d'Europe Assistance. Ça, c'est un exemple concret de ce qu'on... C'est très concret et en même temps, c'est très cohérent avec ce que disait M. Frérot, c'est-à-dire chaque fois, il s'agit d'interagir avec la société pour que la société apporte des services de qualité et collabore aussi avec votre entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens. Alors, vous parliez à l'instant d'altruisme rationnel. Edelgoet, vous êtes consultante et dans un domaine qui est tout à fait cohérent avec ce qui vient d'être dit, qui est le leadership éthique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment votre action s'intègre dans cette approche? Alors, notre action, effectivement, nous voyons beaucoup de possibilités, disons, de sortir du climat actuel. Maintenant, il faut dire d'emblée, en fait, ça demande beaucoup d'engagement. Ce n'est pas facile. Voilà. Mais, en fait, il y a beaucoup de possibilités. Si je regarde effectivement le paradigme classique, avec ses incohérences, avec ses difficultés, avec ses aberrations, avec ses conflits, avec les pressions, avec la souffrance en fait qui se développe sur la Terre, on peut vraiment s'interroger, on peut dire qu'il y a vraiment un problème quelque part. Et quand on regarde ensuite, par exemple aujourd'hui, on pourrait nourrir 12 milliards d'hommes, alors qu'il y en a 2 milliards sur les 7 qui quasiment meurent de faim. On peut vraiment se poser des questions, on peut dire qu'il y a un problème logique et un problème rationnel. Mais comment? Parce que nous ne voulons pas ça. Personne ne veut ça. Et quand on regarde, par exemple, qu'une personne sur 2, aujourd'hui, alors que nous avons tous les moyens de nous occuper de notre corps, de notre santé, de notre bien-être, quand il y a une personne sur 2 qui va avoir un cancer, et quand il y a 50% aujourd'hui déjà qui ont des maladies invalidantes, ou bien effectivement définitivement en fait délétères, également on peut se poser des questions. Or, en fait, tout cet ensemble de choses, finalement, c'est quand même le résultat de l'ensemble de toutes les décisions qui ont été prises, de l'ensemble de tous les choix, de toutes les options, de toutes les orientations. Autrement dit, en fait, c'est au cœur des stratégies. C'est au cœur, en quelque sorte, du système. C'est dans le cœur des réacteurs. En fait, c'est ce système que nous avons hérité, en quelque sorte, avec toute l'organisation, avec tout ce qui a été transmis, avec toutes les pressions, avec toutes les difficultés, finalement, on se trouve là-dedans. Donc, la solution, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça, prendre un vrai recul. Ce qui est très, très difficile, puisqu'il y a cette exigence de répondre à l'instantanéité, immédiatement,
d'être constamment sollicité, constamment sous pression, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Mais je pense que c'est effectivement le prix. Donc prendre ce recul, prendre de la hauteur, on pourrait dire, et ensuite accepter de s'ouvrir à une vision globale. Et de tout voir, c'est-à-dire de voir la réalité, de voir la vraie vie, de voir les vrais problèmes. Les problèmes, justement, de tout le monde, quoi. Et ensuite, voir comment apporter des réponses en prenant en compte les vrais problèmes de la vraie vie. En fait, en quelque sorte, les problèmes que nous vivons et qui ne correspondent pas à nos besoins fondamentaux. Donc, le leadership éthique, en fait, consiste dans le fait de prendre en compte, dans toute stratégie, toute option, toute orientation, des besoins fondamentaux que nous partageons tous, qui sont donc universels et essentiels à chaque être humain, à tous les niveaux, donc à tous les niveaux de l'entreprise et dans toutes les situations que nous prenons. Maintenant, on peut toujours se dire, au fond, mais quand même, quels sont ces besoins? Ces besoins, eh bien, c'est d'être en bonne santé. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé. C'est d'être en sécurité, d'avoir un équilibre, un bien-être de vie et d'être respecté et de respecter les gens. C'est la base. Maintenant, c'est aussi le fait de pouvoir accéder à la connaissance. C'est-à-dire qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Asie, ici en Europe ou ailleurs, on a tous besoin de tout ça. On a aussi besoin d'inclure. Et cette fois-ci, pas seulement inclure des minorités, mais on a besoin d'inclure dans notre raisonnement les vraies causes. Et on a besoin d'oser le faire. Voilà. Et sans, justement, qu'il y ait d'interférence, de culpabilité ou quoi que ce soit, un vrai constat par rapport à soi, par rapport à autrui, et pas dans le jugement, mais un constat. Et ensuite, un vrai constat par rapport aux vrais effets. Et ensuite, on a besoin aussi de se réaliser et de pouvoir concrétiser un projet de qualité. Donc, apporter sa contribution à la société tout en s'épanouissant, en ayant plaisir. Donc, nous introduisons ça dans les entreprises et on se rend compte, en fait, que ça développe une motivation dans les entreprises, ça mobilise les intelligences, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les gens, finalement, se sentent reconnus, deviennent des acteurs. Les dirigeants, finalement, réinventent, en quelque sorte, l'entreprise, tout en ayant les pieds bien par terre. Donc ça, c'est essentiel. On n'avance pas plus vite que ce que la réalité permet de faire. Donc, c'est en partant de là où on est, pas à pas, pour ouvrir et pour réinventer, c'est-à-dire compléter et créer une entreprise qui répond réellement à la fois sur un plan social, sur un plan économique et surtout sur un plan économique, qu'on constate qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire à la fois on va vers le moyen et le long terme, on introduit la cohérence, d'accord, voilà, et ensuite finalement on va au-delà des plafonds qui sont envisagés aujourd'hui, mais dans d'autres conditions. Pouvez-vous nous donner un exemple d'intervention de votre entreprise de conseil qui soit, je pense à l'exemple en Afrique, par exemple? Voilà, je peux vous donner voilà, une intervention que nous avons réalisée il y a déjà un certain nombre d'années maintenant pour une entreprise pharmaceutique qui, en fait, avait de gros problèmes avec leurs filiales en Afrique pour 14 pays. Ils étaient sur le point, en fait, de retirer tous les médicaments, de fermer toutes les filiales pour ces 14 pays, car depuis 6-7 ans à peu près, en fait, le résultat n'y était pas. Voilà. Et donc, c'est dans ces conditions-là, en fait, que nous sommes arrivés. Et je vous assure que si nous avions eu notre regard uniquement sur le point financier, franchement, on ne se serait pas sortis. Voilà. Donc, on avait notre regard sur la situation globale, sur l'humain, sur ce qu'au fond, en fait, ils auraient voulu faire. C'est-à-dire, on les a mis en accord avec eux-mêmes. Et évidemment, nous sommes aussitôt tombés sur des résistances quand nous avons commencé à proposer, voilà, de faire telle chose, de redémarrer, par exemple, les usines qui étaient fermées, voilà, de produire des génériques alors qu'ils étaient, eux, exposés, je dis bien exposés au fait de ne programmer, de ne vendre en fait que des produits stratégiques. Donc les produits les plus chers, évidemment qu'on ne peut pas vendre, disons, dans un pays en voie de développement. Et donc
la réponse à chaque fois, c'était écoutez, c'est impossible, mais on ne peut pas. La stratégie mondiale va dans le sens de l'outsourcing de toutes les unités enfin, qui produisent pas cher, comme vous voulez. Nous, alors qu'on n'est déjà pas crédible parce qu'on n'a pas le chiffre, on va aller négocier. Ah, si, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Voilà, nous allons vous accompagner, etc. Et je vous assure, pas à pas. Et avec le langage, en fait, en respectant le seuil de tolérance, c'est-à-dire par rapport aux négociations, c'est-à-dire de ce que les interlocuteurs, disons donc N plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, pouvaient entendre, à savoir les chiffres. Donc, il y a eu une diversification, une créativité, quelque chose d'absolument extraordinaire pour dire comment est-ce qu'on peut faire. Ils ont commencé à négocier avec les gouvernements avec lesquels ils avaient les plus grands conflits de par leur positionnement, etc., pour lesquels ils sont devenus conseillers. Nous avons inversé la situation à ce niveau. Nous avons inversé la situation en l'espace de 18 mois pour avoir le chiffre. Nous avons fait venir en fait le COMEX en fait pour la première fois en Afrique pour célébrer en fait les réussites, et le DG a été en fait nommé par le journal La Jeune Afrique comme un des managers qui transforme l'Afrique. Mais en attendant aussi, nous avons en fait transformé tous les éléments au niveau du management, au niveau de la prise en compte, au niveau des ambassadeurs en fait, de l'entreprise. Ils sont tous devenus des acteurs, ils sont tous devenus fiers, c'est-à-dire de partenir à une entreprise en fait, qui invente, c'est-à-dire une nouvelle entreprise. Écoutez, je trouve assez intéressant parce que les trois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les trois témoignages là ce soir vont dans le même sens, c'est-à-dire vraiment de deux éléments importants, c'est que l'économie positive, c'est à la fois des valeurs, la construction de valeurs, mais c'est aussi des choses très concrètes et qui profitent, mais beaucoup plus largement, au système de l'entreprise. Donc je pense que je voulais vous remercier parce que vous avez fait l'effort tous les trois d'être à la fois dans la théorie, mais aussi dans l'exemple, et ça nous a bien éclairé sur tout un tas de concepts qu'on entend depuis 2 jours. C'est devenu aussi plus concret, et je vous en remercie. Merci beaucoup.